Mesdames et messieurs, bonjour. Nous vous remercions pour votre venue aujourd'hui pour cette conférence du professeur Sahn autour de Jaurès. Donc, comme vous le savez peut-être, toute autre thématique de septembre ou ailleurs, c'était plus ou moins notre ouverture de saison. On a bien sûr une magnifique exposition qui a été faite par mes collègues que vous trouvez dans la galerie d'exposition. Et Gilles Moraton organise des visites, bien sûr, autour de cette exposition, puisque nous sommes, bien sûr, en ce moment sur les Journées du patrimoine. Et puis, bien sûr, nous recevons le professeur Sahn, parce que Jaurès, c'est 14. Donc, notre thématique va s'étaler jusqu'en janvier. Alors, je sais que certains m'ont dit « Oh là là là, 4 mois autour de la guerre de 14, ça paraît un peu long, etc. » Eh ben non, vous verrez, comme on le fait d'habitude à la médiathèque, on a vraiment essayé de toucher des sujets très variés. Hein. Les cafés philo, vous verrez. Le premier, c'est mercredi, c'est « Y a-t-il des guerres justes ?» animé par Michel Tozzi. Mais nous avons Madame Morin-Rotureau autour des femmes, nous avons toute une série aussi, un cycle de conférences sur l'art militaire, donc vraiment beaucoup de choses. Et puis aussi, hier nous avons eu un magnifique concert autour des chansons des Poilus. Mais nous aurons au mois de novembre, le 14 novembre, un bal, donc je vous invite à venir danser, guincher comme on le faisait en fait en 14. Donc des choses très différentes, des séries de films, documentaires. Alors n'hésitez pas surtout à prendre ce petit programme ou regardez bien sûr sur notre site toutes les animations. Voilà, donc je remercie encore le professeur Sahn d'avoir accepté notre invitation. Vous trouverez bien sûr, si vous le souhaitez en fait, vous pouvez donc vous procurer son livre autour de Jaurès en fin bien sûr de conférence. Et puis vous pouvez aussi poser à la fin quelques questions au professeur Sahn. Bien sûr, je sais qu'il le fait toujours avec plaisir et je vous passerai le micro à ce moment-là. Alors par contre, messieurs, dames, s'il vous plaît, d'éteindre ou mettre sur silencieux vos portables. Merci bien. Merci. Bien, bonjour à tous. Je voudrais d'abord m'expliquer sur l'illustration qu'il y a derrière moi. C'est une illustration qui est celle de mon premier livre sur Jaurès, mais que je n'ai pas en vente aujourd'hui, puisque, étant donné l'anniversaire, le 100e anniversaire d'ailleurs de 14-18, et donc également de la mort de Jaurès, j'ai sorti un petit livre qui contient les principaux discours que Jaurès a prononcés pour éviter la guerre. On commémore cette année le 100e anniversaire du déclenchement de la Première Guerre mondiale, et donc on commémore aussi le 100e anniversaire de l'assassinat de Jaurès, puisqu'il a eu lieu le 31 juillet 1914. En fait, on considère que Jaurès est la première victime de la guerre de 14, même si celle-ci commence quelques jours après. En fait, Jean Jaurès, c'est l'homme qui a tout fait pour empêcher cette terrible guerre européenne dont il a pressenti, bien avant tout le monde, les innombrables pertes humaines et les innombrables destructions. Et surtout, c'est dans ses discours que, sans relâche, il a essayé de toutes ses forces de s'opposer à cette guerre qui venait inéluctablement depuis déjà plusieurs années. Alors cet homme politique avait en effet une stature vraiment internationale. Son influence s'étendait largement au-delà de la France, en particulier à cause de son rôle au sein de l'Internationale ouvrière qui regroupait les principaux partis socialistes du monde. Son discours, en particulier dans la cathédrale de Bâle en 1912, a été un très grand moment de la vie des partis socialistes et bien au-delà de tout le mouvement pacifiste en 1912, et beaucoup ont pensé que s'il avait vécu, eh bien, les événements auraient peut-être pris un tour nouveau. Donc, c'est Jaurès et la paix, si vous voulez, tel est le thème du propos que je vais tenir devant vous. Et avant de retracer cette problématique, je voudrais évidemment vous dire qui était Jaurès. Qui était Jaurès, qu'est-ce qu'on sait de lui, puisque aujourd'hui il y a quand même eu beaucoup d'études faites sur la vie et l'œuvre de Jaurès, et il est possible de faire une synthèse qui peut-être ne va pas dans tous les détails,
comment aller dans tout le détail, mais qui permet de tracer les grands traits de cette personnalité. Alors Jean Jaurès est né le 3 septembre 1859 à Castres, dans le Tarn, dans une famille de vieille bourgeoisie, mais de vieille bourgeoisie désargentée. Son père n'a pas de profession bien définie, il a été tantôt marchand ambulant, exploitant agricole, mais on veut quand même dans cette famille, par tradition, donner aux enfants une éducation qui soit au-dessus de la moyenne. Il n'est pas question d'envoyer Jean et son frère Louis dans une école communale. On l'envoie dans une pension privée tenue par un prêtre, où, entre autres avantages, on peut commencer à faire du latin. Et vous savez qu'à l'époque, le latin, c'est la langue qui permet, qui ouvre l'université, essentiellement en ce qui concerne les formations juridiques littéraires. Jean est un élève brillant qui va finalement intégrer le collège de Castres en étant reçu à l'examen des bourses. C'était la petite porte qui permettait à ceux qui n'avaient pas commencé leur formation au collège depuis l'âge de 6 ans, c'est-à-dire qu'on entrait au collège normalement à l'âge de 6 ans, en 11e, et il n'y avait pas d'examen d'entrée en 6e. Simplement, il y avait un examen pour ceux qui arrivaient donc par la petite porte, et ça a été le cas de Jean Jaurès. Et donc au collège de Castres, ses succès sont si importants qu'un inspecteur général en tournée le distingue, rencontre les parents et le pousse pour préparer, après le baccalauréat, le concours de l'école normale supérieure. Jaurès obtient ce baccalauréat à 17 ans, il s'en va à Paris, et après 2 ans de préparation, il est reçu premier au concours d'entrée à l'école normale supérieure de la rue d'Ulm. Il y reste 3 ans, et lorsqu'il en sort, du 181, il passe l'agrégation, il est reçu 3e. Le premier, c'était Bergson, qui a été un de ses camarades d'école. D'ailleurs, je vous dis tout de suite qu'entre les 2 hommes, il n'y a jamais eu beaucoup d'atomes crochus. Jaurès est aussitôt nommé professeur au lycée d'Albi. Au lycée d'Albi, il va y rester 2 ans, et comme c'était l'habitude à cette époque-là, quelqu'un qui était agrégé et qui sortait d'une école normale supérieure, il est rapidement, recruté à la faculté des lettres de Toulouse. Il est donc maître de conférence de philosophie. Il ne faut pas oublier cet aspect qui est très important chez lui, c'est-à-dire que c'est un philosophe. Ce n'est pas l'universitaire comme l'autre. Les philosophes, nous allons le voir dans un instant, ont des caractéristiques particulières. Très vite, il va penser à faire une carrière politique. On s'est aperçu que Jaurès déjà était très brillant à l'école normale supérieure, qu'il parlait très bien, qu'il avait une très vaste culture. C'est quand même quelqu'un qui était capable d'écrire en latin. Il avait reçu un prix de concours général, il avait fait un poème en latin sans aucune faute. Nous verrons aussi qu'il connaissait parfaitement l'allemand, qui à l'époque est la grande langue culturelle européenne. C'est la langue des grands philosophes, c'est la langue des grands scientifiques, et Jaurès est tout à fait à l'aise, donc aussi bien en latin qu'en allemand. Il pense à faire une carrière politique, il a 26 ans, et son nom est le nom de Jean Jaurès est tout à fait inconnu. 26 ans, jeune professeur, mais si le nom de Jean Jaurès est inconnu, le nom des Jaurès n'est pas inconnu. Et c'est quelque chose qu'on oublie souvent dans les biographies de Jaurès, sauf dans les biographies évidemment encyclopédiques, mais enfin lorsqu'il y a des petites choses dans les dictionnaires, on ne le dit pas. Jaurès a 2 cousins amiraux. Il a eu 2 cousins amiraux. L'un, Charles Jaurès, a commandé la flotte française de la mer de Chine. Il a été aussi un intime de Louis-Philippe. Bon, il est mort à cette époque-là, mais déjà on savait qu'un Charles Jaurès existait. Et surtout, alors, au moment où Jaurès veut se lancer en politique, eh bien, il y a Benjamin Jaurès, le second amiral de la famille, qui est, alors lui, un homme extrêmement important. Il a eu que, si vous voulez, il a eu qu'un tort, si on peut dire, c'est qu'après lui est venu Jean Jaurès. Et donc la gloire de Jean Jaurès a un peu écarté Benjamin Jaurès, peut-être des livres d'histoire. Ce Benjamin Jaurès, amiral,
Ensuite, il a été aussi général de division lorsque, au moment de la guerre de 70, eh bien, on a eu besoin des officiers de marine. Il a été ambassadeur de France à Saint-Pétersbourg. Il est sénateur inamovible du Tarn. Il fera partie de la mission française qui amènera, par exemple, la grande statue de la liberté que l'on voit aujourd'hui à l'entrée du port de New York. Donc, c'est la personnalité politique la plus importante du Tarn. Alors, il est évident que quand on a un cousin, et ce n'est pas un cousin, alors quelquefois, certes, les premiers biographes disent « Oh non, mais c'est un cousin lointain ». Oui, il a quand même été témoin à son mariage, et puis on s'aperçoit qu'il veille toujours, puisque la famille Jaurès de Jean est un peu désargentée, et Benjamin est toujours là quand il faut donner un coup de main, y compris en prêtant ou même en donnant quelques sommes d'argent. Et donc, grâce à la présence de Benjamin Jaurès, eh bien, Jean, finalement, va se retrouver sur la liste du Parti républicain. Alors, le Parti républicain, à cette époque-là, c'est le parti de Jules Ferry. C'est un parti qui est du centre-droit. Centre-droit, peut-être un peu droit. Ce sont des républicains, mais des républicains plutôt conservateurs. Bon, voilà la liste. Donc, rien à voir avec le socialisme pour l'instant, pour Jean Jaurès. Il est dernier sur une liste de 6 noms. Et vous savez qu'à l'époque, on panachait. Mais entre le moment où la liste paraît et le moment où on va voter, eh bien, Jaurès va montrer dans les villages la ville de Castres notamment, eh bien, il va montrer toutes ses capacités d'orateur. C'est un excellent orateur et véritablement, tous les rapports de police le montrent, les rapports que l'on a aux archives départementales, eh bien, comme on dit aujourd'hui, fin tabac, c'est-à-dire que on s'aperçoit qu'on a affaire quand même à quelqu'un véritablement de grande valeur. Et c'est ce qui explique que le soir des élections, on s'aperçoit que les électeurs ont inversé la liste et que le dernier passait premier. Donc voilà, le jeune Jaurès a 26 ans, député, c'est le plus jeune député de France, et il commence une carrière politique qui va comporter plusieurs étapes. La première étape, de 1885 à 1889, c'est celle du député républicain du centre droit. J'insiste là-dessus, puisque à gauche de ce parti républicain de Jules Ferry, qui certes est pour la laïcité de l'école, mais qui par ailleurs est quand même assez conservateur, il y a les radicaux et il y a les socialistes. Donc, vous voyez l'hémicycle, quand même, si vous voyez l'hémicycle, comment il se comporte, et vous voyez que ces républicains sont au centre. Et Jaurès, qu'est-ce qu'il va faire? Il va suivre l'exemple du cousin, qui n'est pas député, mais qui est sénateur, qui est ami de Jules Ferry, et il va voter avec la majorité de l'époque. Et lorsque Jules Ferry demande des crédits de guerre pour faire la guerre aux Vietnamiens, au Tonkin, eh bien Jean Jaurès vote ces crédits de guerre, comme ses collègues du même groupe. En 1889, il est battu aux élections. Il est battu parce que le mode de scrutin a changé et que ce n'est plus le scrutin de liste, mais c'est un scrutin d'arrondissement. Et là, eh bien, l'arrondissement qu'on lui a proposé, finalement, ne lui a pas été favorable. Il est battu. Et là, eh bien, c'est la deuxième étape de la vie de Jaurès. Il va redevenir professeur de philosophie à l'université de Toulouse. Et de 1889 à 1893, il va surtout préparer ses 2 thèses de philosophie. Bon, je vous parlerai des thèses tout à l'heure. Il suit quand même la vie politique. Il suit la vie politique, et surtout, s'il y a quelque chose qui l'inquiète énormément, c'est les progrès du général Boulanger. Le général Boulanger, c'est ce général qui, au départ, se présentait comme un républicain, même un républicain très démocrate, qui séduit les foules. Il séduit les foules avec un discours nationaliste et anti-allemand. Or, un tel discours, donc dans les années 1890, 20 ans après la défaite française contre la Prusse, pouvait évidemment déboucher sur une guerre contre la Prusse, alors que la France n'était pas du tout prête à faire cette guerre. Et les propos de Boulanger inquiètent beaucoup les républicains. Jaurès est de cela.
Et ce qui paraît inquiétant à Jaurès, c'est ce qu'il va écrire dans la Dépêche de Toulouse. C'est un journal dans lequel il va écrire pendant des années, jusqu'à sa mort pratiquement. Et il va l'écrire. Ce qui inquiète Jaurès, c'est que des dizaines de milliers d'ouvriers soutiennent Boulanger. Boulanger se présentait de temps en temps aux élections partielles, il faisait un peu le tour de France. Lorsqu'il était élu député démissionné, il se présentait ailleurs. Et donc, il y a un mouvement extrêmement important en faveur de Boulanger. Et Jaurès considère avec ses amis républicains que Boulanger est un danger pour la République, pour les institutions républicaines. Et ce qui l'inquiète surtout, c'est que beaucoup d'ouvriers donc suivent Jaurès. Alors voici ce qu'il écrit en octobre 89 dans la Dépêche de Toulouse. Il écrit ceci: la classe ouvrière perdrait bientôt son chemin, elle irait à tâtons tomber dans les tentatives césariennes ou les embûches réactionnaires si un idéal lumineux ne se levait devant elle pour la guider. Cet idéal sera peut-être le socialisme. Voilà comment Jaurès, si vous voulez, commence à faire un pas en direction du socialisme. Il considère que le socialisme, qui à l'époque, je crois qu'il faut donner cette définition, à cette époque-là, être socialiste, c'est considérer qu'il y a une question sociale qui est plus importante que les autres, c'est la question ouvrière. Et que donc, être socialiste, c'est vouloir travailler à l'émancipation de la classe ouvrière, le mot est utilisé, de la classe ouvrière, et que même on peut aller jusqu'à des réalisations spécifiques, ce que l'on appellerait aujourd'hui la discrimination positive, si vous voulez. Voilà, donc voilà le point de départ de l'évolution de Jaurès. Vous voyez, pour Jaurès, on le voit, et ça il faut le garder à l'esprit parce que ce sera le Jaurès de toute la vie. Pour Jaurès, le socialisme, c'est le moyen de sauver la République. Alors que pour les dirigeants socialistes de l'époque, Jules Guesde notamment, c'était l'inverse en quelque sorte. C'est-à-dire que la République telle qu'elle existe peut être le moyen d'aller vers le socialisme. Jaurès dira toujours aller vers la République par le socialisme. Et il sera fidèle donc à cette façon d'aborder le problème. Il commence à s'intéresser à la doctrine socialiste, il la connaissait, sa thèse complémentaire c'était les origines du socialisme allemand, où il remontait d'ailleurs à Luther, il remontait aux philosophes, ce n'était pas très politique, c'était surtout philosophique. Et donc il va s'intéresser aux doctrines socialistes, il va rencontrer l'introducteur du marxisme en France qui est Jules Guesde, et il se rapproche un petit peu des socialistes. Mais c'est très curieux. Au même moment, il est conseiller municipal de Toulouse, et là, on s'aperçoit que pendant les années où il a été conseiller municipal, il n'a jamais été d'accord pratiquement avec les socialistes qui étaient présents au conseil municipal à ses côtés. Mais puis à la fin de 1892, eh bien, il se lance dans la Dépêche, dans une campagne de presse pour soutenir les mineurs de Carmaux qui sont en grève. Ces mineurs font grève pour soutenir un des leurs qui est maire de Carmaux et la mine, la direction de la mine, donc met en quelque sorte des bâtons dans les roues pour que ce maire exerce ses fonctions, par exemple en lui refusant des congés, etc. Et donc les mineurs se sont mis en grève là-dessus, ce n'est pas pour des revendications syndicales classiques. Et Jaurès donc met tellement d'énergie à défendre les mineurs de Carmaux, que lorsque ceux-ci finissent par l'emporter, et une des conséquences de cette grande bataille, ça a été la démission du député, qui était un député conservateur, et bien ces mineurs demandent à Jaurès d'être leur candidat aux élections de 1893. Donc là, 1893, Jaurès est élu, il est élu député, il revient à la Chambre des députés, et cette fois-ci, il n'est plus républicain classique, mais il le dit d'ailleurs, et d'ailleurs jusqu'à la fin de sa vie, c'est comme ça qu'il s'intitulera dans les élections, républicain, trait d'union, socialiste. Républicain, socialiste. Mais il accepte pour cela le programme marxiste du Parti ouvrier de Jules Guesde. Il accepte dans ses grandes lignes. Il accepte donc, il connaît Marx bien sûr, et donc être socialiste pour lui, ça veut quand même dire, il le dira d'ailleurs bientôt, que ça veut dire être d'accord pour la collectivisation des moyens de production, des réformes en faveur des ouvriers, etc.
Et alors ce combat qu'il mène à Carmont a fait de lui quelqu'un de connu au niveau national, et donc au cours des années qui suivent, il va être sollicité sans cesse lorsqu'il y a une grève par-ci par-là. Il va faire en quelque sorte le tour de France. Il parle très bien, et surtout c'est qu'il a avec, le public beaucoup d'empathie, et notamment pour les ouvriers. Les ouvriers commencent à voir en lui le meilleur avocat qui puisse exister. Ça ne veut pas dire que Jaurès va pousser, si vous voulez, au conflit lorsque la grève commence. En fait, Jaurès est là surtout pour assurer les grévistes de sa sympathie, de son soutien, mais il ne pousse jamais à augmenter, si vous voulez, l'intensité du conflit. En tout cas, c'est ainsi que Jaurès commence à se faire connaître en France, à une époque, il faut le préciser, où les syndicats ne sont pas encore bien organisés en confédération générale. La Confédération générale du travail, la CGT, va naître en 1995, et il faudra encore quelques années pour qu'elle joue un rôle important. Donc, si vous voulez, eh bien, on voit ces députés socialistes un peu partout en France, et surtout, donc, c'est le cas de Jaurès. Je vous dirais que, par exemple, en ce qui concerne l'Hérault, eh bien, Jaurès est venu 2 fois. Il est venu pour soutenir les verriers du Bousquet d'Or. Il est venu aussi pour soutenir les mineurs, puis il reviendra. Il est venu finalement 7 fois dans l'Hérault au cours de sa carrière politique. Donc, c'est quelque temps après que se produit en France alors ce qu'on appelait l'affaire Dreyfus. Le mot n'est pas bon. Dreyfus, vous le savez, c'est cet officier d'origine juive qui a été accusé à tort d'être un espion d'Allemagne, et les militaires, le haut commandement qui avait été à l'origine de cette condamnation, malgré le manque de preuves, a considéré qu'il ne fallait pas modifier l'accusation contre Dreyfus, parce que c'était finalement faire du tort à l'armée. Et dans un premier temps, eh bien, Jaurès est persuadé que Dreyfus est coupable. Il est persuadé qu'il est coupable, et il se battra même en duel avec un député qui défendait Dreyfus. Vous voyez, ça c'est Jaurès, si vous voulez. J'anticipe sur ce que je vais dire tout à l'heure, mais Jaurès, ce n'est pas quelqu'un qui toute sa vie a dit la même chose. Et que, en fait, bien souvent, il a évolué, et là, voilà un exemple. Donc, dans un premier temps, il pense même qu'on n'a pas été assez sévère vis-à-vis de Dreyfus, qui a été envoyé au bagne en Guyane. Il aurait voulu une peine plus lourde, et puis il s'aperçoit à un moment donné que Dreyfus est innocent. Et alors là, il change complètement d'attitude, et il va se lancer. Il va se lancer dans la campagne pour Dreyfus parce qu'il s'est aperçu de nouveau, et c'est la même chose que pour Boulanger, qu'à travers l'affaire Dreyfus, les nationalistes anti-républicains avaient trouvé une brèche. Et voilà pourquoi Jaurès se lance dans l'affaire Dreyfus. Il va alors reprendre son bâton de pèlerin, faire des réunions un peu partout, et donc on arrive en 1898, et là, finalement, il va perdre de nouveau les élections. Il les perd un peu à cause de son attitude, qui était allée beaucoup plus loin que celle des socialistes comme Jules Guesde, qui considéraient qu'il fallait peut-être être un petit peu plus modéré dans la défense, non pas de Dreyfus, mais dans le combat contre les nationalistes, parce qu'on oublie un petit peu le combat de classe qui aurait dû être l'essentiel pour les socialistes. Donc, là, c'est une autre étape de la vie de Jaurès, de 1898 jusqu'en 1905. Il est bien sûr socialiste, il a créé un petit parti socialiste. C'est le moment où il y a toute une série de partis socialistes en France. Et lui, il est plus modéré sur le plan social. C'est-à-dire que toujours, il met la défense de la République au premier plan. Et comme à la faveur de l'affaire Dreyfus, les nationalistes sont toujours là, qu'il y a eu une tentative de coup d'État même. Finalement, Jaurès va se rapprocher des radicaux. Et alors que la plupart des socialistes, avec Jules Guesde, restent à part, eh bien lui va se retrouver élu de ce qu'on appelait le bloc des gauches, c'est-à-dire des radicaux et puis des socialistes comme lui. Il apparaît à ce moment-là comme un personnage déjà important de la vie politique française. Il est élu vice-président de la Chambre des députés, et on a pu dire même qu'il
qu'il n'était pas ministre, mais qu'il n'en était pas très loin. C'est donc, si vous voulez, un personnage important de la vie politique française. Mais les partis socialistes sont toujours divisés. Et à tel point qu'en 1904, l'Internationale ouvrière, qui regroupe tous les partis socialistes du monde, eh bien, décide, mais les partis socialistes français devant leurs responsabilités. Et cette internationale, réunie à Amsterdam, décide que, eh bien, il faut que ces partis socialistes s'unissent. Et finalement, tous ces partis, il y en a plusieurs, acceptent. Et on va décider, au niveau international, quelle va être alors la base de ce nouveau parti. Ce nouveau parti va s'appeler Parti Socialiste Unifié, section française de l'Internationale ouvrière, SFIO. Et cette unité va se faire contre les idées de Jaurès. Jaurès, en fait, on s'aperçoit déjà qu'il est pour une succession de réformes pour arriver au socialisme. Jules Guesde, au moins en parole, dit qu'il faut une révolution. Et le premier article des textes des statuts du Parti Socialiste SFIO, c'est le Parti Socialiste est un parti de lutte de classe et de révolution. Ça, ce n'est pas une formule. Alors Jaurès va l'accepter, mais ce n'est pas la formule qu'il aurait souhaité. Ce qui veut dire que lorsque le 30 avril 1905, ces partis se réunissent donc et créent la SFIO, bien, le vainqueur c'est Jules Guesde et le vaincu c'est Jaurès. Donc, et là c'est là qu'on va voir tout le savoir-faire de Jaurès. C'est-à-dire que Jaurès d'abord loyalement va s'incliner et il va reprendre à son compte donc l'idéologie qui est derrière cette unité et il va transformer rapidement cette défaite en victoire. Et il le fait dès le 30 avril 1905, lorsqu'il vient, sa venue était prévue depuis longtemps, lorsqu'il vient aux arènes de Béziers, où il va, avec d'autres députés, donc célébrer cette unité socialiste. Et là, on s'aperçoit que c'est véritablement le grand orateur du parti et la principale personnalité donc, du Parti socialiste. Et c'est jusqu'en 1914, c'est lui qui va orienter, à partir de ses positions, donc le Parti socialiste SFIO. Et c'est par la parole que Jaurès va s'affirmer aussi bien dans le pays qu'à la Chambre des députés. On retiendra toute une série de choses sur lesquelles je ne vais pas m'étendre, ces joutes oratoires avec Clémenceau, le grand ennemi des socialistes, celui qui a envoyé l'armée contre les mineurs en grève en 1906, contre les vignerons du Midi en 1907, contre les ouvriers du bâtiment parisien en 1908, avec chaque fois des morts. Et donc, Clémenceau trouve toujours donc, sur son chemin Jaurès qui défend donc, les ouvriers en grève. Alors, quel orateur était Jaurès? Et c'est une question qu'il faut se poser, étant donné, nous allons le voir, que c'est à travers ses discours qu'il a tout fait pour empêcher la guerre en 1914. Jaurès est considéré comme un des plus grands orateurs que la France ait connu, et il représente un cas assez rare, même très rare, d'un orateur qui est aussi bien apprécié par le public populaire que par le public intellectuel le plus exigeant. On a pu le comparer à Danton, à Gambetta, et au XXe siècle, eh bien, en général, jusqu'à maintenant, on ne voit personne à mettre à son niveau. Pourtant, il ne fait pas croire qu'il fait l'unanimité, pas du tout. Il a des critiques, on lui reproche son style, parfois un peu lourd, avec beaucoup de références livresques, avec des lieux communs. Certains considèrent aussi que c'est obscur. Donc, si vous voulez, il y a aussi cet aspect chez Jaurès. Mais finalement, beaucoup, y compris ses adversaires politiques, sont impressionnés par autant de facilité verbale, autant de culture, autant de passion. Et on raconte que lorsque les députés, qui ne siègent pas toujours dans l'hémicycle, ils vont à la buvette, ils vont discuter dans les couloirs, lorsqu'ils savaient que Jaurès allait prendre la parole, ils se précipitaient sur leur banc pour écouter Jaurès, qu'il soit de gauche, du centre ou de droite. Certains ont vu en lui, à travers sa parole, un révolutionnaire artiste. On l'a comparé, certains l'ont comparé aussi au tragédien. Donc, en disant, il y a du théâtre, mais du théâtre au bon sens du terme. Alors pour
donc être un bon orateur, il fallait à l'époque une chose dont on n'a pas besoin beaucoup aujourd'hui, il fallait des capacités physiques parce que pour parler en public, il n'y avait pas de micro. Et lorsqu'on s'adressait à une foule de plusieurs centaines de personnes et quelquefois plusieurs de milliers de personnes, il fallait évidemment forcer la voix, et Jaurès avait le coffre, ce que le révolutionnaire Camille Desmoulins appelait l'aristocratie des poumons. Il avait l'aristocratie des poumons, il avait une belle voix puissante, de ténor baryton, et il avait une mémoire prodigieuse. Donc des qualités oratoires véritablement importantes, et il parlait avec une telle abondance qu'il submergeait littéralement les auditeurs. Et je fais une remarque qui est peut-être quelque chose de très très petit, mais ça me paraît assez important, c'est que Jaurès est de Castres. Il parle avec l'accent de Castres. Il ne parle pas, comme on le voit dans certains films, avec l'accent du 16e arrondissement. C'est une erreur énorme de faire ça parce que c'est un contresens. Hein. On ne perçoit pas, on perçoit les gens à travers leur voix, bien sûr, et donc l'accent de Jaurès, comme il n'avait pas honte d'ailleurs, hein, eh bien, était tout à fait l'accent occitan moyen, c'est-à-dire la région de Castres et de Béziers, c'est-à-dire la même chose. Alors l'originalité du style de Jaurès tenait en grande partie à l'utilisation des images. Sous sa plume ou dans sa bouche, les métaphores abondent. Il parle par exemple, vous voyez, il parle donc, avec des images. Il dit, lorsqu'il parle du soleil, c'est le socialisme. Lorsqu'il évoque le vent, ce sont les fortes pensées. La forêt, c'est l'humanité. Lorsqu'il veut évoquer la Révolution française, c'est le volcan. Voilà, donc si vous voulez, et je vais vous donner un exemple précis, eh bien, le but de Jaurès, c'est de convaincre en s'adressant soit à la raison, soit à la sensibilité, et dans cette perspective, l'image, évidemment, est extrêmement importante. Je vais vous donner un simple exemple. Il utilise, par exemple, souvent l'opposition entre le haut et le bas. Et dans son discours d'Albi, en 1903, voici une phrase de Jaurès, voici ce qu'il dit: « La République vaincue, parce qu'elle est dans la direction des hauteurs, et que l'homme ne peut s'élever sans monter vers elle. » Et il ajoute, parce que les sommets ont une force attirante. Alors là, vous avez tout Jaurès. C'est-à-dire que vous avez un style qui a été extrêmement rejeté par un certain nombre d'intellectuels qui ont dit, écoutez, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Et puis vous avez des gens qui trouvent que finalement c'est original. Et au-delà de la critique ou de la louange, il y a aussi autre chose qui est extrêmement intéressant, c'est que Jaurès place la République sur les hauteurs. Il place la République dans le ciel. C'est-à-dire, là où depuis l'Antiquité, avec les dieux de l'Olympe, il y a toujours eu Dieu. Dieu est là-haut. Les dieux sont là-haut et puis Dieu est là-haut. Et c'est peut-être l'occasion de dire que Jaurès, en fait, croit en Dieu. Hein, il croit en Dieu. Il approuve le message évangélique de Jésus, mais il réprouve la politique de l'Église catholique. Alors, lorsqu'on parle du style de Jaurès, lorsqu'on analyse ses paroles et ses discours, il ne faut pas oublier que c'est un philosophe marqué par la dialectique de Hegel. Le philosophe allemand, c'est l'homme de la dialectique, l'homme qui met en évidence les aspects contradictoires des choses qui doivent être dépassés par une synthèse. Thèse, antithèse, synthèse. Et ce qui fait aussi la caractéristique du style de Jaurès, c'est qu'il aborde en dialecticien toutes les questions, en soulignant les aspects contradictoires des choses, ce qui déroute souvent d'ailleurs l'auditeur ou le lecteur. Par exemple, lorsqu'il parle du christianisme, eh bien il dit que le christianisme, ça a été à la fois libérateur, mais c'était aussi oppresseur. Il a dit la même chose du capitalisme. Et le capitalisme, pendant longtemps, il dit non, c'est quelque chose qui opprime. Et puis il dit, mais non, attention, le développement du capitalisme. Et alors, à ce moment-là, il va dire qu'à côté de Marx, il y a Saint-Simon. Saint-Simon, le premier socialiste, qui, lui, non seulement il ne voulait pas lutter contre le capitalisme, mais il voulait l'utiliser pour améliorer la condition ouvrière. Et voici un exemple du propos de Jaurès dans son discours d'Albi en 1903. Alors ça, c'est très curieux. On commence à s'approcher, si vous voulez, du thème de mon propos, c'est-à-dire la paix. C'est un discours où il met en avant le souci de la paix qu'il a.
et il dit ceci. Et alors, ce qui est curieux, c'est qu'il commence par faire l'éloge de la guerre dans le passé. Et c'est sa façon à lui. La guerre dans le passé, c'était bien, vous allez voir, lui. Mais maintenant, c'est plus bien. La guerre a été une partie de la grande action humaine, et l'homme l'a anobli par la pensée et le courage, par l'héroïsme exalté, par le magnanime mépris de la mort. Elle a été sans doute et longtemps le seul moyen de résoudre les conflits, et elle a préparé les groupements plus vastes. Pour lui, alors je cite la suite aussi, la guerre détestable et grande tant qu'elle est nécessaire est atroce et scélérate quand elle commence à paraître inutile. Alors là, vous voyez, en fait, c'est presque un jeu de miroir, c'est-à-dire que la dialectique, c'est la dialectique entre la guerre et la paix, mais c'est la dialectique à l'intérieur même de la guerre, parce que la guerre, elle est à la fois détestable et grande. Et ça, c'est Jaurès, c'est le propos de Jaurès. Quelquefois, ça peut passer, parce que, évidemment, c'est un torrent, Jaurès, il dit ça, et puis tout de suite, 5 minutes après, il est ailleurs, les gens n'ont peut-être pas tout bien saisi, mais ceux qui ont bien saisi, ben, ils sont un petit peu interloqués, ou alors ils disent, après tout, il a raison, c'est vrai, il y a toutes ces affaires-là. Donc, chez lui, il y a toujours ce balancement entre la thèse et l'antithèse. Alors, pour conclure sur la personnalité de Jaurès, quelques mots sur l'homme privé, des choses que je crois que tout le monde connaît. Bon, vous savez que l'homme, Jaurès, était corpulent, pas très grand, 1,67 m, toujours mal vêtu, très mal vêtu, avec des vêtements défraîchis, le chapeau de travers. C'est un gros mangeur qui aime les longs repas bien arrosés. Il a une hygiène de vie déplorable, absolument déplorable. Si on ajoute donc ces repas bien arrosés, à l'époque les banquets c'était très important au niveau politique. Lorsqu'on allait dans un département ou des villes, etc., eh bien, les orateurs étaient reçus dans les banquets. Il fallait évidemment, suivre le mouvement. Donc une hygiène de vie déplorable, les fatigues des meetings. Lorsque Jaurès est venu à Béziers, il est arrivé à 2 h du matin par le train, complètement épuisé. Alors donc ses amis l'ont amené jusqu'à son hôtel, et puis bon, à midi, il est ressorti pour aller donc au meeting des arrêts. Et il a fait ça des centaines de fois. Bon, ce qui fait que finalement, c'est un homme qui est prématurément vieilli. Il est mort à 55 ans. À 55 ans, quand on voit ce portrait, les portraits de Jaurès, des règles de 45 ans, on lui aurait donné 20 ou quelquefois peut-être même 30 ans de plus. Bon, c'est aussi dans la vie quotidienne un homme qui est distrait. Il ne sait même pas encaisser un chèque. Il n'a jamais pu encaisser un chèque. Bon, c'est un homme généreux, ça c'est sûr, passionné, mais colérique. Et il prend des colères mémorables dans les couloirs de la Chambre des députés. Pour lui, la famille est très importante, même s'il est mal marié. Bon, il a été marié, c'est une dame qui s'est entremise entre lui et puis la promise. Et finalement, il s'est marié à une riche héritière dont les parents possédaient un important domaine, le domaine de Bessoulé, à Villefranche, à Bichois, qui faisait quand même 40 hectares et qui était un domaine de rapport. Et ça lui sera beaucoup reproché. On dira, mais c'est très bien, vous défendez les ouvriers, mais regardez quand même comment vous vivez. Alors il dira, non, le domaine ne m'appartient pas, ça c'est vrai, bien sûr. Mais donc, si vous voulez, c'est un petit peu l'environnement dans lequel il est, avec une épouse qui, en fait, ne le comprend absolument pas. Et pour elle, c'est un député, mais pour le reste, ça ne l'intéresse pas beaucoup. Voilà. Ne croyez pas quand même que Jaurès est un naïf. C'est loin d'être un naïf, pardon. On l'a vu quelquefois comme un paysan madré, comme quelqu'un qui sait manœuvrer. Attention, il est très très fort dans les congrès, pour mettre d'accord les gens qui, au départ, ne sont pas sur la même longueur d'onde. C'est aussi un journaliste qui réagit au jour le jour, un homme d'action, et c'est ce qui fait qu'au cours de sa vie politique, il s'est souvent contredit. Alors, bon, vous savez qu'à propos, au moment de cette année, au moment du centenaire de la mort de Jaurès, plusieurs études sont parues, où finalement, à côté d'études qui étaient, disons, quelquefois favorables à Jaurès, d'autres ont mis en avant ces contradictions, et ces contradictions sont réelles. Elles sont absolument réelles. Nous en avons vu déjà
ou deux, hein, mais il y en a d'autres. Hein, c'est-à-dire que quelquefois, eh bien, il dit le contraire de ce qu'il avait dit quelque temps auparavant. Il s'est souvent contredit et quelquefois sur des problèmes politiques importants. Bon, en tant qu'homme d'action, c'est pas, si vous voulez, étonnant. Hein, c'est pas... Je vous donne aussi un autre exemple. Un autre exemple, vous connaissez la phrase du manifeste du Parti communiste qui était donc un peu la Bible des socialistes de l'époque. Les prolétaires n'ont pas de patrie. Bon, n'ont pas de patrie. Alors, dans un premier temps, Jaurès a dit oui, d'accord, ils n'ont pas de patrie parce qu'ils n'ont pas de propriété. Et puis finalement, il a dit mais non, même quand ils n'ont plus rien, il me reste la patrie. Ce qui fait qu'il est facile, je dirais, de mettre Jaurès en contradiction avec lui-même. Jaurès a beaucoup écrit, il a beaucoup parlé sur tous les sujets, la République, l'enseignement, l'histoire, l'art, la littérature, la philosophie. Il ne faut pas en conclure que c'est un touche-à-tout, c'est un peu quelqu'un qui est dans la tradition des humanistes du XVIe siècle ou des encyclopédistes du XVIIIe. Et bien sûr, le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la paix, et il s'est beaucoup investi en faveur de la paix. Sur la question de la guerre et de la paix, eh bien, là aussi, il a évolué. On l'a dit, je vous l'ai dit tout à l'heure, il a voté les crédits de guerre pour l'expédition coloniale de Jules Ferry au Tonkin en 1885. Mais petit à petit, il va modifier son approche des guerres. Il va accepter l'analyse marxiste qui présente la guerre entre les peuples comme la conséquence de la guerre entre les classes. Bon, ça, si vous voulez, il est assez d'accord avec cette approche. Et puis, il y a cette fameuse phrase qu'il a prononcée autour de 1885, la phrase en fait plus longue, enfin, on la résume en ça, le capitalisme porte en lui comme la guerre porte l'orage. En 1895, il s'élève contre une possible guerre de revanche contre l'Allemagne pour récupérer l'Alsace-Lorraine. Il estime que l'on peut régler cette question par la négociation. Voilà déjà un point qui le sépare des nationalistes français qui, pendant des années, ont préparé l'opinion publique à une guerre contre l'Allemagne en disant eh bien, il faut qu'un jour, on récupère l'Alsace-Lorraine et ça ne pourra se faire que par la guerre. Il va montrer aussi rapidement le danger que font courir au monde les grandes expéditions coloniales, les compétitions coloniales. Nous sommes à la fin du XIXe siècle dans une période où entre la France, l'Angleterre, l'Allemagne, la Russie, l'Autriche, eh bien, il y a des compétitions pour agrandir le domaine colonial de chacun de ces pays. Jaurès est aussi très inquiet de l'alliance que la France a conclue avec la Russie du Tsar en 1892. Il est inquiet, il a des raisons d'être inquiet, parce qu'il y avait des clauses secrètes, on ne les connaissait pas exactement, mais on s'en doutait bien, des clauses secrètes qui liaient étroitement la France à la Russie. Et il était dit que si la Russie entrait en guerre contre l'Allemagne, eh bien la France automatiquement devait suivre la Russie. Et ça, c'est exactement d'ailleurs ce qui se passera en août 14. C'est pour cela que la France est entrée dans la guerre, parce que la Russie le lui a demandé et que c'était donc c'était ce qui était contenu dans le traité. Autre question, c'est que Jaurès a été amené au début des années 1902-1903 à donner son point de vue sur l'alliance entre l'Allemagne, l'Autriche et l'Italie, que l'on appelait la triplice. Et voilà qu'il ose écrire ceci en 1903. La triplice est nécessaire comme contrepoids à notre chauvinisme et aux fantaisies franco-russes. Elle perd peu à peu son caractère agressif et l'on commence à entrevoir le jour où un vaste groupement européen permettra le désarmement. Alors évidemment, de tels propos ont provoqué beaucoup de réactions et il y a eu des journaux qui se sont insurgés, plusieurs journaux l'accusent d'antipatriotisme et Jaurès va écrire une série d'articles où il va développer son argumentation. Et il dit ceci, oui,
le chauvinisme est partout dans notre pays, dans sa presse et sa littérature, dans ses écoles et ses universités, dans les discours de ses généraux et de ses ministres de la guerre. Et la même année, 1903, il enfonce le clou dans la dépêche de Toulouse. Il dénonce les visées de tout un parti militaire et colonial qui rêve de mettre la main sur le Maroc. Alors ça, c'est un point essentiel, c'est un point essentiel que la conquête du Maroc par la France. Et donc, Jaurès va rapidement insister sur les dangers que fait courir la mainmise de la France sur le Maroc. Cette mainmise va se faire en plusieurs temps. En novembre 1904, il n'hésite pas à attaquer l'entente cordiale conclue entre la France et l'Angleterre parce qu'il a compris que cette alliance entre la France et l'Angleterre portait en elle la conquête du Maroc par la France, parce qu'avec cette entente, l'Angleterre laissait à la France les mains libres au Maroc, et la France faisait de même, elle laissait les mains libres à l'Angleterre pour la mainmise sur l'Égypte. Or, comme l'Allemagne s'intéresse au Maroc, évidemment, il y avait tout lieu de craindre une guerre entre la France et l'Allemagne. Et donc, au mois de mars 1905, c'est bien ce qui se produit, comme la France commençait à progresser au Maroc, eh bien, l'empereur d'Allemagne vient mouiller dans le port de Tanger et il assure au sultan du Maroc que l'Allemagne souhaite un Maroc libre. Alors là, on a craint une guerre entre la France et l'Allemagne, et c'est là que Jaurès, à ce moment-là, intervient à la Chambre des députés au mois d'avril. Il rend responsable de la tension entre les deux pays le ministre des Affaires étrangères qui s'appelait Delcassé, et il fait tenter si bien qu'il ébranle les députés du centre-gauche, ce qui incite le président du Conseil à négocier avec l'Allemagne par-dessus la tête de son ministre des Affaires étrangères qui démissionne. Donc vous voyez que finalement, eh bien, on commence à voir un petit peu, si vous voulez, l'attitude de Jaurès face aux problèmes internationaux. Il a compris très très vite que ces compétitions coloniales risquaient d'avoir des conséquences graves. Et dans cette affaire, Jaurès est en phase avec l'internationale, l'internationale ouvrière, qui donc de temps à autre, les représentants des partis socialistes se réunissent, et l'internationale s'inquiète du danger de guerre. Au congrès de Stuttgart, en 1907, eh bien, il y a un texte qui déclare ceci, qu'en cas de menace de guerre, il faut multiplier les interventions parlementaires, les recours aux tribunaux d'arbitrage internationaux, et si la guerre éclate, voici ce que dit l'international, il ne faut pas hésiter à précipiter la chute de la domination capitaliste sous-entendue par la Révolution. On va me dire que ce sont des textes, après tout, on va voir ce que ça va donner. Mais en fait, et pour comprendre pourquoi il y aura tant de haine contre Jaurès, il faut, si vous voulez, entrer dans ces détails, parce que sinon on ne comprend pas. Jaurès savait qu'il serait assassiné. Tout le monde pensait qu'il serait assassiné un jour, parce qu'il y avait contre lui, à cause des prises de position dont je vous ai parlé, véritablement un déferlement d'attaques. Et voici par exemple son discours à Paris le 7 septembre 1907, où il rend compte du congrès de Stuttgart, s'adressant au gouvernement européen, donc en 1907, il leur demande de tout faire pour empêcher les guerres, et il dit ceci: alors, le devoir des prolétaires, ce sera de se soulever contre vous, sera de prendre et de garder les fusils que vous leur mettez en main. L'international vous dit que le devoir des prolétaires, c'est de ne pas gaspiller leur énergie au service d'un gouvernement de crime, c'est de retenir le fusil dont les gouvernements d'aventure auront armé le peuple et de s'en servir, non pas pour aller fusiller de l'autre côté de la frontière des ouvriers, mais pour abattre révolutionnairement le gouvernement du crime. Bon, c'est ça Jaurès aussi. C'est ça, c'est-à-dire que là, il met beaucoup de passion en faveur de la paix parce qu'il a la conviction, qui se révélera tout à fait vrai, que finalement, eh bien, cette guerre, elle va finir par éclater. Et à partir de 1907, en plusieurs étapes, je passe sur le détail, eh bien, la France va mettre la main sur le Maroc et Jaurès va interpeller 16 fois le gouvernement français
entre 1908 et 1912 pour s'opposer à la politique de la France au Maroc. Alors au cours de ces années, Jaurès s'est souvent demandé que faire quand même si par hasard la guerre éclate. Et oui, si la France est attaquée. Alors souvent on dit Jaurès est un pacifiste. Je ne crois pas que le mot soit bon. Vous allez voir pourquoi. Le pacifiste, c'est celui qui refuse absolument toutes les guerres, en tout cas c'est la définition qu'en donnent en général les dictionnaires, et veut que toutes les questions soient réglées par la négociation. Mais que faire? Que fait un pacifiste si le pays dans lequel il se trouve est attaqué? Alors vous allez voir que finalement, Jaurès n'est pas un mouton bêlant. Il ne va pas dire si la France est attaquée, eh bien tant pis, pas du tout. Et il a beaucoup réfléchi à cette question. Il a réfléchi à cette question, n'oubliez pas qu'il avait deux cousins amiraux, que deux de ses oncles avaient été officiers de carrière, et donc il a toujours vécu au contact d'hommes de guerre, en quelque sorte, même si lui-même est pour la paix. Et il va rencontrer un certain nombre d'officiers, en secret, bien sûr, parce que ces officiers ont utilisé des pseudonymes pour la rencontrer, et ils ont élaboré une critique de la situation militaire française de l'époque sur la conception française de l'armée, et cela va donner un livre qui paraît en 1911 sous la signature de Jaurès, et ce livre s'appelle L'Armée nouvelle. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce livre? Il s'agit pour Jaurès de proposer une armée fidèle à la nation française républicaine. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour lui, le commandement, les officiers généraux de l'époque ne sont pas suffisamment républicains, que souvent beaucoup étaient avaient été bonapartistes, royalistes, et qu'au moment de l'affaire Dreyfus, eh bien, ils avaient souvent été de ceux qu'ils considéraient comme le mauvais côté de la barrière. Et dans le livre de Jaurès, il y a une attaque contre l'armée de métier. Pour Jaurès, l'armée de métier, ça peut être un instrument de guerre civile au service des anti-républicains. Alors qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Il faut défendre le pays, mais il faut peut-être diminuer l'importance de l'armée de métier. Eh bien, Jaurès va faire deux propositions. D'abord, il dit que cette armée française, eh bien, elle est encadrée par des officiers qui ne sont pas républicains, donc il faut modifier l'éducation de ces officiers et supprimer les écoles militaires et envoyer les futurs officiers à l'université comme ça se faisait dans d'autres pays. Il dira ensuite qu'il faut s'appuyer sur le peuple en armes. Et il va proposer une armée qui serait une armée non plus de métier, mais sur des milices, des sortes de milices, où les gens, les hommes, en âge de porter les armes, feraient de temps en temps des périodes. Et puis surtout, ce qui est plus important peut-être que tout, c'est que dans ce livre, eh bien, dans ce livre, il y a une critique de la doctrine de l'état-major français. La doctrine de l'état-major français, elle date de Napoléon, c'est-à-dire une doctrine qui veut que la tactique essentielle, ce soit l'attaque frontale. L'attaque frontale, comme on le faisait à l'époque de Napoléon, avec des colonnes où les soldats étaient au coude à coude, où ils ne tiraient pratiquement pas de coups de feu, et puis ils se lançaient à l'assaut de l'adversaire et à la baïonnette au canon. Le problème, c'est que l'adversaire avait des fusils, et que, évidemment, les premiers rangs étaient absolument certains d'être au moins blessés et pratiquement tous tués. Mais la force, le choc faisait que c'est ainsi que Napoléon a gagné ses batailles, notamment à Austerlitz. Le problème, c'est que, comme dit Jaurès, sous Napoléon, il y a Austerlitz, mais il y a aussi Waterloo. Et oui. Et le problème que l'on cache souvent, même encore à l'époque, c'est que finalement, Napoléon n'a gagné aucune bataille contre les Anglais. Et pourquoi? Parce que Wellington, en fait, avait trouvé la parade. Et la parade, c'est de répondre à la puissance de choc des colonnes par l'ordre, non plus l'ordre dispersé, c'est-à-dire que si vous avez d'un côté des colonnes avec 400 soldats, eh bien, en fait, il n'y a que les premiers qui pourront tirer, et s'ils arrivent, évidemment, face à l'ennemi, ils n'emporteront, ils risquent souvent de ne pas y arriver. Et Wellington a utilisé l'ordre dispersé,
Et ça, c'est exactement ce qui s'est passé à Waterloo. Et ça, c'est un des chapitres du livre de Jaurès, un chapitre du livre de Jaurès, qui s'intitule « Dangereuse formule napoléonienne ». Quand on pense qu'en 1914, c'est non plus par colonne, mais c'est ainsi que Joffre et les généraux vont lancer les soldats face aux mitrailleuses allemandes, on peut quand même considérer qu'il y avait dans ce livre quelque chose d'extrêmement intéressant, important, et ce livre avait un caractère prémonitoire. Et pour montrer la pertinence des analyses jaurésiennes, eh bien, Jaurès a eu plus tard quelqu'un, qu'on ne s'attend pas à retrouver comme admirateur de Jaurès, et ce quelqu'un, c'est Charles de Gaulle. Charles de Gaulle, en fait, a utilisé les services du colonel Mayer, qui a été un conseiller de Jaurès. Et lorsque, en 1937, de Gaulle a écrit à Paul Reynaud pour lui dire, il lui dit ceci: vous êtes le seul homme d'État de premier plan qui a le courage de prendre à bras le corps le problème militaire. Il faudrait remonter à Jaurès pour trouver un autre exemple. Alors ça, c'est assez curieux parce qu'on ne s'attendait pas à trouver, si vous voulez, donc satisfecit du côté de Gaulle. Alors, donc, nous en sommes maintenant en 1911. Évidemment, Jaurès il a tenté de faire adopter ces théories à la Chambre des députés. Il n'y est pas arrivé. Et donc, nous arrivons fin 1911, début 1912, lorsque éclatent ce qu'on appelle les guerres balkaniques. Après la conquête du Maroc par la France, l'Italie a conquis la Tripolitaine, c'est-à-dire la région aujourd'hui de Libye, qui appartenait à l'Empire turc. Aussitôt, les Serbes, les Grecs, les Bulgares ont pensé que c'était le moment d'attaquer la Turquie, et donc ces guerres balkaniques ont été épouvantables, et c'est pour essayer d'empêcher ces guerres que l'internationale socialiste s'est réunie en novembre 1912 dans la cathédrale de Bâle. Dans la cathédrale de Bâle, c'est là que Jaurès a fait un de ses discours les plus somptueux, avec évidemment une citation en latin, enfin des choses qui ont déchaîné les applaudissements. Et donc, il a montré que ce qui risquait de se passer s'il y avait une guerre européenne, c'était exactement ce qui se passait avec les guerres balkaniques, qui étaient extrêmement meurtrières. En même temps, avec une partie des radicaux, Jaurès mène le combat contre la loi de 3 ans. Une loi qui devait porter à 3 ans le service militaire obligatoire. Et Jaurès considère que c'est une course aux armements qu'il faut absolument arrêter, parce que chaque fois que la France augmente la durée du service militaire, l'Allemagne fait pareil. Et comme l'Allemagne est partie avec de l'avance, eh bien, on n'en sortira pas. Et donc, avec les radicaux, avec une grande partie des radicaux, il mène le combat contre les 3 ans, et c'est là qu'il place évidemment sa solution, c'est-à-dire l'armée nouvelle, en faisant appel donc aux réservistes, parce que de toute façon, il suffit de former les réservistes et on n'a pas besoin donc de mettre le service militaire à 3 ans. Alors on arrive ainsi, bon, évidemment, il a échoué, la majorité a voté les 3 ans. On arrive ainsi alors au début de l'année 1914, année d'élections législatives au mois d'avril. En prévision de ces élections, Jaurès a noué des contacts avec le principal leader du parti radical, qui s'appelle Joseph Caillaux, qui est un grand bourgeois dont on dit qu'il était proche de la finance, mais qui a en commun avec Jaurès 3 choses. Avec Jaurès, Caillaux, et donc une grande partie des radicaux, est favorable à l'impôt sur le revenu. L'impôt sur le revenu n'existe pas. Et donc le parti radical est d'accord avec donc, les socialistes pour, en cas de succès aux élections, donc installer l'impôt sur le revenu. D'accord avec une réforme électorale qui mettrait la représentation proportionnelle. Et enfin, d'accord avec le maintien de la paix par la négociation internationale. Et ça, c'est un élément essentiel. Jaurès et Caillaux ont élaboré un projet. En cas de victoire électorale de la gauche, Joseph Caillaux deviendrait président du Conseil et Jaurès serait devenu ministre des Affaires étrangères. Alors, contre cette coalition
d'ailleurs va exister sur le papier, 1914, eh bien c'est un déchaînement de nouveau contre Jaurès, contre Caillot. C'est donc à la fois des attaques contre la trahison entre guillemets de Jaurès. On dit, vous voyez, de nouveau, Jaurès, il a refusé les 3 ans, il ne veut pas la guerre contre l'Allemagne pour l'Alsace-Lorraine, etc., etc. Donc c'est un traître, et on le montre dans les journaux avec un casque à pointe comme les Prussiens, on l'appelle Herr Jaurès, donc avec le nom allemand. Et puis contre Caillot, alors contre Caillot, on trouve autre chose, on ne va pas dire la même chose. Contre Caillot, eh bien, le journal Le Figaro a trouvé une arme secrète. Et l'arme secrète, c'est que ce journal s'est procuré des lettres que Caillot envoyait à sa maîtresse avant son mariage. Et le journal Le Figaro publie ces lettres. Et ces lettres sont extrêmement, donc, si vous voulez, fortes, et mettent Caillot, évidemment, dans une situation extrêmement difficile. Et Madame Caillot, sans prévenir son mari, un beau jour demande rendez-vous au directeur du Figaro, qui la reçoit. Madame Caillot sort un pistolet, tire sur le directeur du Figaro et le tue. Donc cette affaire, c'est une catastrophe, pas simplement pour le directeur du Figaro, bien sûr, mais c'est une catastrophe politique. Les radicaux et les socialistes ont beau gagner les élections, eh bien Caillot ne peut plus devenir président du Conseil. Au moment où, eh bien, les choses vont devenir extrêmement sérieuses avec l'attentat du 28 juillet 1914, lorsqu'on apprend que l'archiduc François Ferdinand d'Autriche a été assassiné à Sarajevo par un Serbe de Bosnie, mais un Serbe de Bosnie qui est en rapport avec le gouvernement de la Serbie indépendante. Et dans un premier temps, malgré une forte tension entre l'Autriche et la Serbie, eh bien, on pense que la paix n'est pas menacée, que c'est une crise, que ce n'est pas très grave. Petit à petit, quand même, on se rend compte que l'atmosphère s'alourdit. Et Jaurès va appeler à la paix et il espère que l'international socialiste va pouvoir être un obstacle à donc la guerre que beaucoup commencent maintenant à sentir venir. L'international avait prévu la grève générale. En cas de danger de guerre, l'international avait dit, bien, les ouvriers partout feront grève. Jusqu'au moment où on s'est aperçu qu'il y avait un problème. C'est que le pays où la grève serait très forte serait affaibli face au pays où la grève ne serait pas forte du tout. Et donc, ce n'était plus tenable. Et donc, on a abandonné cette idée. Bien sûr, on va continuer à essayer d'agiter l'opinion publique, mais il est évident que le projet de grève s'est révélé totalement utopique. Jaurès, tout au long du mois de juillet, ne va cesser de lancer des cris d'alarme, appeler au sang-froid. Mais le 15 juillet, il déclare ceci, il faudra se rappeler de ça: quand la guerre aura éclaté, notre action sera devenue impossible. Quand la guerre aura éclaté, notre action sera devenue impossible. Et il dit ensuite, on va tout faire pour empêcher la guerre, mais si la guerre est là et que nous n'y pouvons rien, alors eh bien, il faudra la faire. Il n'est pas question d'utiliser pour lui la guerre pour préparer la révolution. Ça, c'est important parce que ça les distingue, si vous voulez, d'autres socialistes, et en particulier socialistes russes comme Lénine, qui vont considérer que, eh bien, il y a une occasion qu'il ne faudra pas laisser passer si la guerre éclate vraiment. Jaurès n'est pas sur la même position, même s'il est véritablement aussi pour la paix. Le 25 juillet 1914, Jaurès se trouve dans la banlieue de Lyon, dans une petite ville qui s'appelle Vèze. Et là, il est venu soutenir un candidat socialiste à une élection partielle. Et l'heure est très grave. L'heure est grave parce que l'Autriche vient d'envoyer à la Serbie une note pleine de menaces. Parce que les Autrichiens se rendaient bien compte que l'étudiant bosniaque, eh bien, il n'avait pas agi tout à fait seul. Et la note, elle est très dure contre la Serbie. Et voici ce que Jaurès dit donc à Vèze le 25 juillet. Ça vous donnera aussi une idée du style de Jaurès. C'est pas le discours à l'entier, bien sûr, mais ce sont quelques passages. Citoyens, je veux vous dire ce soir que jamais nous n'avons été, que jamais depuis 40 ans, l'Europe
n'a été dans une situation plus menaçante et plus tragique que celle où nous sommes à l'heure où j'ai la responsabilité de vous adresser la parole. La note que l'Autriche a adressée à la Serbie est pleine de menaces, et si l'Autriche envahit le territoire slave de Serbie, il y a à craindre et à prévoir que la Russie entrera dans le conflit. L'Autriche invoquera le traité d'alliance qui unit à l'Allemagne, et la Russie dira à la France « J'ai le droit d'invoquer le traité qui nous lie, il faut que la France vienne prendre place à mes côtés. » Dans une heure aussi grave, je ne veux pas m'attarder à chercher longuement les responsabilités. Mais lorsque nous avons dit que pénétrer par la force, par les armes au Maroc, c'était ouvrir l'ère des ambitions et des conflits, on nous a dénoncés comme de mauvais Français. Voilà hélas notre part de responsabilité. C'est la question de la Bosnie qui est l'occasion de la lutte entre l'Autriche et la Serbie. Et nous, Français, quand l'Autriche annexait la Bosnie, nous n'avions pas le droit de lui opposer la moindre remontrance parce que nous étions engagés au Maroc, que nous avions besoin de nous faire pardonner notre propre péché en pardonnant les péchés des autres. Et alors notre ministre des Affaires étrangères disait à l'Autriche, nous vous passons la Bosnie à condition que vous nous passiez le Maroc. Et nous disions à l'Italie, tu peux aller en Tripolitaine puisque je suis au Maroc, tu peux voler à l'autre bout de la rue puisque moi j'ai voulu à l'extrémité. Chaque peuple paraît à travers les rues de l'Europe avec sa petite torche à la main et maintenant, voilà l'incendie. Voilà où nous en sommes donc le 25 juillet. Mais le 28 juillet, 3 jours plus tard, l'Autriche déclare la guerre à la Serbie. Et le 29 juillet, la Russie mobilise. Alors là, cette fois-ci, c'est évidemment très grave pour la France, parce que la France est liée à la Russie par ce traité dont on ne connaît pas exactement les clauses secrètes, mais Jaurès s'en doutait bien. Ce jour-là, il est à Bruxelles, à une réunion de l'Internationale. Là, on ne parle plus de grève générale, ça n'est plus possible. Et Jaurès va essayer de tout faire. D'abord, il pense que les milieux d'affaires ne veulent pas la guerre. Il pense que les milieux d'affaires ont tellement de contacts entre eux par-dessus les frontières que ce ne sont pas eux qui veulent la guerre. Il pense que ce sont les nationalistes de tous les pays, l'opinion publique, si vous voulez, chauffée par les nationalistes. Et le soir du 29 juillet, à Bruxelles, les grands leaders socialistes prennent la parole, et Jaurès, qu'est-ce qu'il dit? Alors il dit, le gouvernement français veut la paix et travaille au maintien de la paix. Ce qui est, nous allons le voir, peut-être un peu optimiste. Mais il ajoute ceci. Il annonce la vague révolutionnaire qui touchera l'Europe de 1917 à 1920. Il prévoit les énormes souffrances des millions de soldats mobilisés et il dit ceci. Les hommes dégrisés demanderont quelles raisons ils peuvent donner de tous ces cadavres. Et alors la révolution déchaînée leur dira « Va-t'en et demande pardon à Dieu et aux hommes ». Alors cette phrase est extrêmement intéressante parce que, en fait, ce n'est pas le propos d'un révolutionnaire, c'est le propos de quelqu'un pour qui la révolution, c'est le châtiment. Hein? Ce n'est pas le début d'une ère nouvelle, mais c'est le châtiment. Ça, si vous voulez, c'est la façon dont Jaurès d'envisager la révolution. Le 30 juillet, il rentre à Paris, il rencontre le chef du gouvernement, et là, il se rend compte qu'à Paris, l'ambassadeur du tsar, Izvolsky, grenouille beaucoup. Déjà, on savait que l'ambassadeur du tsar arrosait les journaux, comme on dit vulgairement, c'est-à-dire qu'il les payait. Il y avait beaucoup, par exemple, de publicité pour les empereurs russes, et c'était le tsar qui payait, et donc de façon à ce qu'on chauffe l'opinion publique française pour aller dans le sens de la guerre. Et Jaurès pense qu'il y a encore une chance pour la paix, il faut continuer à négocier au plan international. Pour lui, le plus grand danger réside dans l'énervement des opinions publiques. Dans l'après-midi du 31 juillet, il s'entretient avec le sous-secrétaire d'État aux affaires étrangères qui s'appelle Abel Ferry. Il discute avec lui. Et puis il s'impatiente devant l'attitude de Abel Ferry, qu'il juge fuyante, évasive, et il lui demande de faire pression, que le gouvernement français fasse pression sur le gouvernement russe pour que celui-ci accepte l'arbitrage anglais. Et devant la réponse totalement évasive de Ferry, parce que en fait le gouvernement français de cette époque, il a laissé les choses faire, il n'est pas intervenu, ce qui revient évidemment à avoir accepté l'inéluctable. Voilà les dernières paroles de
Jaurès, attesté, il menace Ferry. Vous êtes victime d'Izvolsky et d'une intrigue russe. Nous allons vous dénoncer, ministre à la tête légère, dussions-nous être fusillés. Et Jaurès quitte le ministre en disant qu'il va écrire pour demain un nouveau J'accuse. J'accuse, vous le savez, c'était le titre de l'article que Zola avait écrit au moment de l'affaire Dreyfus, en accusant même le président de la République donc, de ne pas avoir fait ce qu'il fallait pour éviter une injustice. Ces dernières paroles sont très importantes parce qu'ils montrent que Jaurès est en réalité moins confiant dans le gouvernement français qu'on peut le penser. Quelques heures après, Jaurès se rend au restaurant du Croissant, en plein centre de Paris, avec ses amis, avec plusieurs socialistes, et il discute avec eux, et il pense qu'il faut lancer un appel au président des États-Unis, Wilson, qui est à l'époque neutre, et il est alors assis sur une banquette, devant une vitrine ouverte en raison de la chaleur. Il tourne le dos à la rue. Quelques minutes à peine après avoir émis cet avis, le store de la vitrine s'écarte. Un homme tire 2 coups de revolver sur Jaurès, qui s'effondre et meurt rapidement. Il est 21h40, l'assassin est aussitôt arrêté. C'est un homme de 29 ans, Raoul Villain, sans profession définie, grand lecteur de la presse nationaliste, qui n'hésitait pas à souhaiter ouvertement la mort de Jaurès. Ils ont tué Jaurès. C'est par ce cri que beaucoup de Français apprennent la nouvelle de l'assassinat de Jaurès, et presque aussitôt, un autre cri s'élève un peu partout, c'est la guerre. Alors c'est la guerre. Tant est grande la conviction de tous que Jaurès était le seul rempart contre la guerre, avec évidemment son cortège de destruction, de morts, etc., qui s'avance alors. Le 3 août, l'Allemagne déclare la guerre à la France, et le lendemain, 4 août, ce sont les obsèques de Jaurès. Voilà, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire que les dirigeants socialistes n'ont pas pris la parole. Celui qui a pris la parole, c'est le chef de la CGT, Léon Jouot, jusque-là plutôt anarchisant, donc, si vous voulez, sur des positions assez révolutionnaires. Jouot va parler au nom des organisations ouvrières, qu'elles soient politiques ou qu'elles soient syndicales. Et sans s'être concerté avec d'autres dirigeants, il fait un discours où, contre toute attente, eh bien, il déclare que socialistes et syndicalistes vont apporter leur appui au gouvernement français, et en disant « ils ont assassiné Jaurès, nous n'allons pas assassiner la France ». Et c'est le début donc de ce que l'on a appelé l'union sacrée, c'est-à-dire que par-delà toutes les opinions politiques différentes, eh bien, les partis politiques français, les syndicats, etc., les églises aussi, vont faire bloc en France, et il en sera de même dans tous les autres pays belligérants, que ce soit en Autriche-Hongrie, en Angleterre, sauf en Russie et en Bulgarie, où les députés socialistes, au moins une part d'entre eux, eh bien, refusent de suivre ce mouvement d'union sacrée. En France, des ministres socialistes vont rentrer au gouvernement et donc vont rester jusqu'en 1916-1917. Alors, la grande question, et c'est par là que je terminerai, une question est dans tous les esprits, depuis la mort de Jaurès, qu'aurait fait Jaurès face à cette guerre qu'il voulait à toute force empêcher s'il avait vécu? Se serait-il rallié à l'union sacrée? Est-ce qu'il l'aurait réprouvé? On sait qu'à partir de 1915, il y a eu quelques syndicalistes qui ont rencontré des syndicalistes allemands en Suisse. En 1916, il y a eu 2 députés socialistes qui ont rencontré aussi des députés socialistes allemands. C'est pas aller beaucoup plus loin. Bon, qu'aurait fait Jaurès? Alors, en fait, c'est difficile. De toute façon, le travail d'historien, c'est pas de dire ce qui aurait pu se produire. On s'arrête en général à ce qui s'est produit. Mais on a quand même quelques éléments. Je vous ai dit tout à l'heure que si la guerre éclate, disait Jaurès, eh bien, à ce moment-là, il faudra défendre le pays. Donc, on peut considérer que, dans un premier temps, Jaurès aurait probablement, très probablement, accepté l'union sacrée. Mais, qu'aurait fait Jaurès après les grandes offensives ordonnées par Joffre à l'été 14, des offensives absolument folles
envoyé des dizaines de milliers de soldats devant les mitrailleuses allemandes avec des pertes énormes, énormes. Qu'aurait fait Jaurès? Qu'aurait fait Jaurès à ce moment-là? Qu'est-ce qu'il aurait fait? Qu'est-ce qu'il aurait fait aussi en 1916, en 1917, où il a eu des attaques de ce genre-là? On peut penser que Jaurès aurait fait partie de ceux qui ont imaginé qu'on pouvait arrêter la guerre par la négociation. Et là, on retrouve Caillot, on retrouve aussi Malvy, qui avait été ministre de l'Intérieur. On retrouve des gens comme Briand, qui ont pensé qu'il était quand même peut-être préférable de discuter, on discute toujours avec les ennemis, et d'empêcher donc que la guerre ne continue jusqu'à épuisement de tous les combattants. Et pour donc illustrer cette chose-là, des gens comme Caillot, comme Malvy, comme Briand étaient prêts à discuter avec au moins les Autrichiens et peut-être avec l'Allemagne. Ce qui s'est passé, c'est que le gouvernement en 1917 de Clemenceau, a fait arrêter un homme comme Caillot, ancien président du Conseil, ancien ministre, Malvy, ancien ministre de l'Intérieur, et il les a inculpés donc de trahison. Il les a inculpés de trahison. Caillot a été condamné à la prison, Malvy a été condamné également, et donc finalement tous ceux qui avaient dans l'idée de pouvoir d'essayer de discuter avec les Allemands, eh bien se sont tus. Et plusieurs années après la fin de la guerre, d'ailleurs, Caillot et Malvy seront réhabilités, Caillot redeviendra ministre, hein, et Caillot disait encore, la paix, on pouvait la faire en 1917, on pouvait la faire. Briand avait eu une offre de l'Autriche, mais aussi de la Bavière. L'Alsace-Lorraine, on pouvait la récupérer, on m'a mis hors jeu, la paix, je l'aurais faite. Donc, en fait, l'assassinat de Jaurès n'a été que le premier de toute une série d'événements qui vont jusqu'en 1920 et durant laquelle les hommes politiques partisans d'une paix blanche sont pris pour cible d'une presse déchaînée et d'un gouvernement jusqu'au boutiste comme celui de Clemenceau. Alors, quelques mois après la fin de la guerre, c'est le procès de Vilaine. Le procès de Vilaine. À cette époque-là, lorsque quelqu'un était accusé, était reconnu coupable d'assassinat, c'était la peine de mort. Il n'y avait pas à discuter, c'était la peine de mort. Alors, Vilaine apparaît en 1919 comme finalement quelqu'un qui peut-être a fait quelque chose qui était répréhensible, mais qu'il a fait peut-être par patriotisme. Et lorsqu'on demande aux jurés, le 29 mars 1919, on leur demande si... Alors la double question c'est, Vilaine a-t-il tué Jaurès? Réponse non. Le juré répond non. S'il a tué Jaurès, est-ce qu'il a prémédité son acte? Non. Et alors, double décision qui libère Vilaine et qui jette dans les rues parisiennes plusieurs milliers de manifestants, évidemment, au cri de vive Jaurès et abat Clemenceau. Et abat la guerre. Pourquoi abat Clemenceau? Parce que au mois de février, un anarchiste avait tiré sur Clemenceau. Il l'avait très très légèrement blessé, il n'avait même pas été hospitalisé, et cet anarchiste a été condamné à mort. Alors donc, donc les manifestants disent, alors il sera gracié. Enfin, les manifestants disent, il y avait deux poids, deux mesures. Alors il faudra attendre 1924, au lendemain de la victoire du cartel des gauches, aux élections législatives, pour que la Chambre et le Sénat votent l'amnistie de Caillot et de Malvy, et votent aussi un projet de loi décidant l'entrée de Jaurès au Panthéon, qui a lieu le 23 novembre 1924. Le jour où le corps de Jaurès entre au Panthéon, eh bien, ce n'est pas le socialiste qui entre au Panthéon, ce n'est pas celui qui a été aussi un des chefs du bloc des gauches, non, c'est celui qui a tout fait pour empêcher la guerre, et finalement, c'est pour son action en faveur de la paix que Jaurès est entré au Panthéon. Je vous remercie. C'est une question, mais si je peux y répondre, je veux bien. Des questions ou des remarques? Donne des thèmes. Si Jaurès avait vécu, en 1920, il aurait été à côté de Léon Blum.
C'est éteint. C'est difficile à dire. Hein. C'est probable. C'est probable. En fait, c'est un peu compliqué parce que, si vous voulez, au congrès de Tours, il y a plusieurs tendances. Il y a la tendance de Longuet. La tendance de Longuet, elle est un petit peu plus à gauche que celle de Blum. Et puis ensuite, il y a ceux qui vont adhérer à la Troisième Internationale et qui vont changer, qui vont être majoritaires et qui vont changer le nom du Parti Socialiste en Parti Communiste. Donc, je pense que Jaurès aurait été du côté de Léon Blum, mais pas avec Léon Blum. C'est un petit peu une différence, mais il est probable que les conditions de l'international donc ne l'auraient pas plu. Mais il y a un problème quand même, c'est qu'on ne sait pas si la guerre, peut-être la guerre aurait-elle changé aussi Jaurès. Parce que c'est possible. Jaurès, s'il avait vécu jusqu'en 1920, ça n'aurait pas été le même que 1914. Voilà, voilà. C'est difficile à dire. Là, on ne peut pas aller plus loin. Excusez-moi, mais s'il y a une question, il faut à tout prix en fait que je vous passe le micro parce que cette conférence est filmée pour être après sur notre site. Donc c'est vraiment indispensable. Monsieur ? Est-ce qu'il y a eu d'autres tentatives d'assassinat de Jaurès avant la dernière? Et deuxième question, est-ce que Villain a agi tout seul ou est-ce qu'il a été manipulé? Merci. Alors, des tentatives de Jaurès sérieuses, je ne crois pas. On n'en parle pas, on n'en parle pas. Par contre, on est quasiment sûr que Villain était tout seul. Oui, il n'y a pas eu de complot. En fait, si vous voulez, le complot n'était pas nécessaire pour abattre Jaurès. Parce que, étant donné les prises de position de Jaurès, j'en ai cité quelques-unes, ces prises de position contre la guerre de revanche, contre la loi des 3 ans, donc en plus quelqu'un qui, en tant qu'intellectuel, aimait beaucoup la culture allemande, si vous voulez, ça suffisait pour que Jaurès apparaisse aux yeux des nationalistes comme un traître en puissance. Vous voyez, donc c'est pas la peine, si vous voulez, le complot n'était pas utile, et d'ailleurs on n'a jamais pu le prouver. Voilà, je crois que c'est ça le plus important. Non, c'est quelqu'un qui est nourri de la presse nationaliste, et qui évidemment croit ce qu'elle dit, quoi. Alors qu'en fait, c'est pour ça que j'ai insisté sur l'armée nouvelle, Jaurès, c'est pas un pacifiste à tout craindre, quoi. Voilà, c'est pas la même chose, vous voyez, que ce qu'on croit habituellement. C'est quelqu'un qui est d'accord pour une guerre défensive, en quelque sorte, quoi. Mais il veut essayer de ne pas arriver là. Y a-t-il une autre question ? Il est vrai que votre exposé était très clair et très complet, professeur. Alors, je vous remercie. Voilà, clore la conférence. Merci beaucoup, professeur, c'était passionnant. Thank you.